Bienvenue sur Nexus Horizon AI. Aujourd'hui, on va pas parler d'une IA qui prend conscience d'elle-même ou d'une guerre nucléaire. On va parler d'une menace qui est juste au-dessus de nos têtes, là, maintenant. Une bombe à retardement silencieuse qui tourne à 150 millions de kilomètres de nous. Thomas, tu es notre expert en astrophysique et en cybersécurité, et tu es venu nous dire que notre civilisation numérique tient littéralement à un fil ? Salut Sarah. Oui, c'est exactement ça. En fait, elle tient à un champ magnétique. Et ce champ, il est bombardé en permanence. Imagine un instant. On est mardi matin, il est 8h02, tu prends ton café, tu scrolles sur Instagram ou LinkedIn, tout est normal. Et soudain, plus rien. Quand tu dis plus rien, c'est quoi ? Une coupure de courant ? Ma box qui redémarre ? Non, c'est beaucoup plus vicieux. D'abord, c'est le silence radio. Tes barres de 5G disparaissent, le Wi-Fi saute, mais bizarrement, ton téléphone ne trouve aucun réseau aux alentours. Tu te dis que c'est une panne opérateur. Tu sors dans la rue, et là tu vois que les feux de circulation sont éteints. C'est le chaos au carrefour. Les voitures modernes, celles bourrées d'électronique, commencent à caler ou à afficher des messages d'erreur délirants. D'accord, donc une panne géante. Mais on a déjà vu ça, non ? Quelques heures sans électricité et c'est gérable. Sarah, tu ne visualises pas l'échelle. Lève les yeux au ciel dans mon scénario. Même s'il fait jour, le ciel n'est plus bleu. Il est traversé par des voiles violets, verts, rouges. Des aurores boréales, mais pas en Norvège. À Paris, à New York, à Rome. Peut-être même jusqu'à Dakar ou Singapour. Le ciel est littéralement en feu électromagnétique. Et ce que tu ne vois pas, c'est que là-haut, en orbite, c'est l'hécatombe. Les satellites GPS, grillés. Les satellites de télécom, morts. Les avions en plein vol perdent leur navigation, leur communication radio. Ils volent à l'aveugle. Attends, les avions cloués au sol ou perdus dans le ciel, c'est terrifiant. Mais pourquoi l'électricité au sol sauterait ? On a des fusibles, des disjoncteurs, non ? C'est là que la physique devient effrayante. Ce dont je te parle, c'est d'une éjection de masse coronale majeure, une CME. Le Soleil nous crache 1 milliard de tonnes de plasma magnétisé à 3000 km par seconde. Quand ça frappe la magnétosphère terrestre, ça la comprime, ça la tord. Et ça induit des courants électriques immenses dans tout ce qui conduit l'électricité sur de longues distances. Comme les lignes à haute tension ? Exactement. Nos réseaux électriques sont des antennes géantes de plusieurs milliers de kilomètres. Ce courant géomagnétique induit, qu'on appelle GIC, remonte dans les transformateurs. Ces machines ne sont pas faites pour du courant continu parasite. Elles surchauffent en quelques secondes. L'huile isolante à l'intérieur bout, se vaporise et explose. On ne parle pas d'un fusible qui saute, Sarah. On parle de milliers de transformateurs essentiels, gros comme des maisons, qui fondent littéralement simultanément sur toute la planète. Et on ne peut pas les remplacer, on a des stocks, j'imagine. C'est le nœud du problème. Le délai de fabrication d'un transformateur haute tension, en temps normal, c'est 12 à 18 mois. Et ils sont fabriqués en Chine ou en Allemagne, transportés par des navires qui n'ont plus de GPS, commandés par des systèmes informatiques qui n'existent plus. Si ça arrive, ce n'est pas un retour au 19e siècle en 10 minutes. C'est l'effondrement total de la chaîne logistique mondiale pour des années. C'est un scénario de film catastrophe, Thomas. Mais est-ce que c'est de la science-fiction ? Je veux dire, quelles sont les probabilités réelles que ça arrive de notre vivant ? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'histoire. C'est déjà arrivé. C'est ce qu'on appelle l'événement Carrington de 1859. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi inquiet aujourd'hui. Raconte-nous ça. 1859, c'était l'époque du télégraphe, c'est ça ? Oui. Le 1er septembre 1859, Richard Carrington, un astronome amateur anglais, observait des taches solaires. Soudain, il voit 2 éclairs de lumière blanche aveuglantes à la surface du Soleil. Il vient d'observer une éruption solaire majeure. Il court chercher quelqu'un pour témoigner. Mais quand il revient, c'est fini. Par contre, ceux qui arrivaient vers la Terre, ça ne faisait que commencer. Et il a fallu combien de temps pour que ça frappe ? Environ 17 ou 18 heures. D'habitude, le vent solaire met 3 ou 4 jours. Là, c'était une balle de fusil. Dans la nuit qui a suivi, le monde s'est illuminé. Les témoignages sont dingues. Dans les Rocheuses américaines, les mineurs se sont levés et ont commencé à préparer le petit déjeuner parce qu'ils pensaient que c'était l'aube. La lumière des aurores était si forte qu'on pouvait lire le journal en pleine rue à minuit. C'est poétique, dit comme ça. Mais technologiquement ? C'était le chaos absolu pour la seule technologie de l'époque, le télégraphe. Les opérateurs recevaient des chocs électriques à travers leurs machines. Des étincelles jaillissaient des équipements et mettaient le feu au papier sur les bureaux. Le plus incroyable, c'est que certains opérateurs ont débranché les batteries de leur télégraphe et ils ont continué à envoyer des messages. Comment ça ? Sans source d'énergie ? L'air était tellement chargé d'électricité, les fils captaient tellement d'énergie de l'atmosphère que le réseau fonctionnait tout seul sur l'énergie de la tempête. Ils ont eu une conversation célèbre entre Boston et Portland où ils disaient, je cite, « Le courant auroral est très fort, on travaille mieux sans les batteries. » C'est fou. Mais Thomas, si le télégraphe a survécu, pourquoi on panique pour nos iPhones ? Les fils du télégraphe étaient énormes, non ? Justement, Sarah, c'est là tout le paradoxe. La technologie de 1859 était frustre, robuste, analogique. C'était du gros fil de cuivre et du bois. Aujourd'hui, notre monde repose sur des microprocesseurs gravés en nanomètres, des composants qui fonctionnent avec quelques volts à peine. Une surtension qui faisait juste pétiller un télégraphe au 19e siècle vaporiserait instantanément n'importe quel data center moderne. Nous sommes infiniment plus puissants technologiquement, mais infiniment plus fragiles. Nous avons construit un château de cartes en verre et le soleil s'apprête à souffler dessus. D'accord, je commence à sentir l'urgence.
Parlons de ce concept d'apocalypse Internet. J'ai lu ce terme dans un rapport récent. On imagine souvent qu'Internet est décentralisé, conçu par l'armée pour survivre à une guerre nucléaire. C'est un mythe ? C'est un mythe partiel. Le protocole TCP/IP est robuste, oui. Il peut rediriger le trafic. Mais il a besoin d'une infrastructure physique. Et le maillon faible, ce ne sont pas les fibres optiques elles-mêmes. La fibre, c'est du verre. C'est insensible aux perturbations magnétiques. Ah, donc les câbles sous-marins qui relient l'Europe aux États-Unis sont saufs ? Le câble, oui. Mais le signal lumineux dans la fibre s'atténue avec la distance. Donc tous les 50 ou 100 km, au fond de l'océan, tu as ce qu'on appelle un répéteur. C'est une grosse boîte électronique qui amplifie le signal. Et ces répéteurs ont besoin d'électricité ? Voilà, ils sont alimentés par un conducteur en cuivre qui court le long du câble. Et ce cuivre, sur des milliers de kilomètres au fond de l'Atlantique, agit exactement comme une antenne pour les courants géomagnétiques. Si une tempête de type Carrington frappe, les répéteurs vont griller. Et la Sahara, c'est le grand noir. L'Europe est coupée des États-Unis. L'Asie est isolée. Internet se fracture en petits réseaux locaux isolés. Donc plus de Google, plus de Facebook, plus de Netflix. Mais au-delà du divertissement, concrètement, ça veut dire quoi pour notre économie ? Ça veut dire l'arrêt cardiaque immédiat. Le système bancaire SWIFT à l'arrêt. Ta carte bancaire devient un morceau de plastique inutile. Les distributeurs de billets ne marchent plus. Mais le pire, c'est la logistique. Aujourd'hui, les supermarchés fonctionnent en flux tendu. Ils ont 2 jours de stock maximum. Sans Internet pour gérer les commandes, sans GPS pour guider les camions, sans carburant parce que les pompes des stations-service sont électriques et connectées, les rayons sont vides en 48 heures. Et l'eau courante ? L'eau potable arrive chez toi grâce à des pompes électriques, gérées par des systèmes SCADA connectés. Sans réseau électrique stable et sans Internet pour piloter la distribution, les robinets sont secs. Imagine une ville comme Paris ou Londres sans eau, sans nourriture et sans électricité pendant des semaines, voire des mois. C'est l'effondrement social garanti. C'est terrifiant, vraiment. Mais on sait que le Soleil a des cycles, non ? On est où dans ce cycle actuellement ? On est en plein dans le cycle solaire 25, et il est beaucoup plus actif que prévu. On voit des taches solaires énormes, des éruptions de classe X assez fréquentes. Statistiquement, on estime qu'il y a environ 12% de chances par décennie qu'un événement de type Carrington nous frappe. 12% par décennie ? C'est énorme. C'est presque une chance sur 8 tous les 10 ans. C'est la roulette russe. C'est exactement ça. En 2012, on a failli y passer. Une super tempête solaire a traversé l'orbite de la Terre, mais la Terre était passée à cet endroit-là une semaine plus tôt. Si l'éruption avait eu lieu une semaine avant, on serait probablement encore en train de reconstruire notre civilisation aujourd'hui. On l'a échappé belle, mais personne n'en a parlé au journal de 20 heures. Alors, la question à $1 million, ou plutôt à $0 si les banques s'effondrent. Est-ce qu'on a un plan ? Est-ce que la NASA, les gouvernements, font quelque chose ? On a des plans sur le papier. On a des satellites d'observation, comme le DS-Cover, qui sont positionnés au point de Lagrange L1, entre la Terre et le Soleil. Ils agissent comme des sentinelles. Si une tempête arrive, ils peuvent nous prévenir. Avec combien d'avance ? C'est là le hic. Ils nous donnent une alerte d'environ 15 à 45 minutes avant l'impact. Quoi ? C'est tout ? 45 minutes pour sauver du monde ? C'est le temps que le vent solaire met pour parcourir la distance entre le satellite et nous. En 45 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les opérateurs de réseau électriques ont des protocoles d'urgence pour délester le réseau, couper certaines lignes pour protéger les transformateurs. Mais ça demande une coordination mondiale instantanée et une volonté politique de plonger volontairement des continents tendus dans le noir préventivement. Tu imagines un président annoncer « On coupe tout le pays maintenant » sur la base d'une alerte météo-spatiale. Politiquement, c'est du suicide si la tempête passe finalement à côté. Exactement. Et pour les satellites, on peut essayer de les mettre en mode safe, tourner leurs panneaux solaires pour offrir moins de prise. Mais c'est dérisoire face à une tempête majeure. Quant à Internet, il n'y a pas de bouton off mondial pour protéger les répéteurs sous-marins. Et les solutions techniques ? Des boucliers ? On pourrait durcir le réseau, installer des condensateurs pour bloquer le courant continu sur les lignes à haute tension, construire des cages de Faraday au centre de tournée critique. Mais ça coûte des milliards. Et comme l'événement est le frère à l'échelle d'un mandat politique ou d'un budget trimestriel d'entreprise, personne ne veut payer. C'est le syndrome de l'assurance. Tant que la maison ne brûle pas, la prime semble trop chère. Donc, pour résumer, nous avons construit une civilisation entièrement dépendante d'une technologie ultra sensible, nous savons qu'une tempête solaire majeure est inévitable statistiquement, et notre plan de secours consiste essentiellement à avoir 30 minutes pour croiser les doigts. C'est un résumé brutal, mais assez juste. Nous vivons une période d'insouciance technologique. On pense que le cloud est éternel, que nos données sont immortelles. Mais le cloud, c'est juste du métal et du silicium sous la menace d'une étoile. L'événement Carrington 2.0, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et en attendant ce quand, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Acheter des bougies ? Imprimer nos photos ? Honnêtement, oui. Avoir un peu de cash liquide chez soi, de l'eau, de la nourriture pour quelques jours, c'est du bon sens, pas du survivalisme paranoïaque. Et pour tes données précieuses, garde une copie off-ligne, sur un disque dur débranché, rangé dans une boîte en métal. Parce que le jour où le ciel s'illuminera en rouge au-dessus de Paris, tes photos dans le cloud seront le dernier de tes soucis, mais ce sera la première chose que tu perdras à jamais. C'est une pensée qui donne le vertige. On se sent tout petit. Merci Thomas pour cette dose de réalité, aussi effrayante soit-elle. De rien Sarah, regardez le ciel ce soir, et espérez qu'il reste noir. C'était Nexus Horizon AI. Abonnez-vous, tant que les serveurs tournent encore. À la prochaine.